malgré, si vous voulez, ces troubles et ces remous, le gouvernement Bennett ne chutera pas, ni quant à cette politique de construction en Judée-Samarie, ni concernant la loi sur la citoyenneté. Eh bien, comme chaque lundi, nous avons le plaisir de retrouver Richard Darmon. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour et shalom. Alors, ensemble, nous allons faire le point, survoler un peu le principe, l'essentiel de l'actualité politique en Israël de ce début de semaine, de ces derniers jours. Et on a beaucoup parlé, il faut bien commencer par cela, on a beaucoup parlé de la Judée et de la Samarie, des implantations, de la légalisation et du dossier de la légalisation de l'implantation d'Éviatar, qui a été le dernier dossier traité par le conseiller juridique du gouvernement. Alors, est-ce que ce dossier-là risque de faire chuter la coalition gouvernementale ? On voit des menaces de la part du parti Meretz. Est-ce que cela peut aller très loin ? Écoutez, il y a, ça, comme on dit, ça branle dans le manche, mais malgré ces profondes divergences au sein du gouvernement Bennett sur la construction en Judée-Samarie, entre autres d'ailleurs, il ne semble pas que le cabinet chute sur ces questions. La semaine dernière, en effet, il y a eu l'autorisation à l'initiative de la présidence du Conseil et du bureau de Naftali Bennett pour de nouvelles constructions à Éviatar, dont je rappelle que c'est une localité juive qui se trouve à 26 kilomètres au-delà de la ligne verte, de l'ancienne frontière d'avant la guerre des 6 jours, ou plutôt de l'ancienne ligne d'armistice. Et évidemment, cette mesure a été immédiatement critiquée de manière très virulente et par les travaillistes et par Meretz, qui siègent au sein de la coalition. Mais il faut dire aussi que c'est qu'un des aspects des divergences qui existent sur ce dossier de la politique à suivre en Judée-Samarie, qui est une pomme de discorde par définition au sein du gouvernement, puisque cette semaine aussi doit être fixée, c'est ce qu'a dit le ministre de la Défense Gantz, doit être fixée la date d'évacuation de cette fameuse yeshiva de Homesh qui était revenue à l'ordre du jour malheureusement à l'occasion de l'assassinat en décembre d'un de ses élèves par des terroristes palestiniens devant la sortie du yishuv de Homesh et qui est une yeshiva qui existe depuis l'évacuation dans le cadre, si vous voulez, de ce qu'on a appelé le plan d'évacuation du Gush Katif et de 3 localités en Judée-Samarie en 2005, si je me trompe pas. Et donc, il y a finalement ces 2 pommes de discorde sont sur la table, mais elles ne devraient pas entraîner la chute du gouvernement. Par contre, plus grave encore, cette semaine, eh bien, c'est le vote prévu sur la fameuse projet de loi sur la citoyenneté qui restreint, si vous voulez, l'octroi de la citoyenneté israélienne par les conjoints des citoyens arabes israéliens qui seraient mariés à des Palestiniens, et ce pour des raisons de sécurité. Il y a en fait 3 projets de loi différents, présentés chacun d'ailleurs par des partis de droite. Le projet de la ministre Shaked, celui du député Simcha Rothman du Parti sioniste religieux et aussi un projet présenté par Avi Dicher du Likoud. En fait, Meretz, je reviens à Meretz parce que c'est le membre, disons, le plus opposé à la fois à la construction d'un territoire et aussi à cette loi sur la citoyenneté. Meretz semble beaucoup plus virulent d'ailleurs pour s'opposer à cette loi que par rapport à la construction en Judée-Samarie, puisque la ministre de l'Environnement, qui est l'une des leaders de Meretz, Tamar Zandberg, a déclaré « Cette loi est inacceptable et nous allons donc prendre des mesures ». Mais en fait, pour conclure sur ce point, il y a, malgré, si vous voulez, ces troubles et ces remous, le gouvernement Bennett ne chutera pas, ni pour, en tout cas jusqu'à plus ample informé, ni quant à cette politique de construction en Judée-Samarie, ni même concernant la loi sur la citoyenneté, parce que ce gouvernement qui tient qu'à une voix à la Knesset, avec ses 61 députés sur 120, en fait, a 4 ciments, si vous voulez, 4 éléments qui le fortifient. Tout d'abord, la flexibilité de sa composition, des gens d'horizons différents qui ont accepté de gouverner ensemble, même avec une photo très hétéroclite. Deuxièmement, les membres de ce cabinet ont un credo dans ce fonctionnement qu'ils qualifient de démocratique, c'est-à-dire de vivre ensemble au sein de ce cabinet. Et puis,
surtout, et puis aussi le troisième point, c'est leur volonté sans cesse affichée de gouverner ensemble pour gérer les priorités du pays. Et puis, bien sûr, et la raison, le quatrième point qui les cimente et qui les empêche de chuter, c'est leur profond désir de s'assurer que le chef de l'opposition et numéro 1 du Likoud, Benjamin Netanyahou, ne revienne pas au pouvoir. Ça, c'est pour le premier dossier qui est dominant, il faut bien l'avouer, dans la vie politique israélienne de ces derniers jours. Mais tout à fait lié, on peut dire d'une certaine manière, il y a le départ d'Aryeh Deri qui s'est retiré après le fameux accord de plaidoyer qu'il a conclu avec le parquet israélien, avec le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit. Aryeh Deri se retire de la Knesset, mais il ne se retire pas de la vie politique israélienne. Il reste présent et même très présent au sein du Parlement israélien. Tout à fait. Aryeh Deri a réenfourché, on peut dire, la semaine dernière, une journée après la conclusion de son procès, il a réenfourché le cheval de bataille du racisme antiséfarade. Effectivement, juste après que le juge du tribunal de Jérusalem ait accepté cet accord dont vous parlez avec le parquet, dans le jugement qui a été rendu la semaine dernière, eh bien, Aryeh Deri, le lendemain, a tenu une conférence de presse à la Knesset, dans laquelle il est passé à une attaque en règle contre le parquet et la justice, alors qu'il s'était maintenu, je dirais, silencieux sur ce sujet jusque-là. Et il a ressorti ce qu'on appelle, il a débouchonné l'amphore, si on peut dire, de ce qu'on appelle en hébreu le shed edadi, le spectre du racisme communautaire antiséfarade. Et notamment, il a rappelé qu'il avait subi 7 années d'enquête judiciaire dans cette affaire. Et il a déclaré ceci, ce qui est quand même assez intéressant, parce que évidemment les médias ont suivi de très près dans cette déclaration subite. Mon sang et celui de ma famille ont été répandus pendant 7 ans dans cette affaire qui a commencé par de graves accusations contre moi de pot de vin et qui s'est terminée par un petit délit fiscal mineur. Et il a rajouté cette phrase qui était justement sa déclaration de guerre contre le parquet. Tout le monde sait très bien que si mon nom n'était pas Aryeh Mahlouf Deri, bon, un nom séfarade marocain bien connu, ou d'Afrique du Nord, cette affaire, a-t-il dit, se serait soldée par le fait que j'aurais payé un arriéré d'impôt à un employé du Trésor. Et effectivement, Aryeh Deri a accusé la justice de vouloir régler des comptes avec la communauté séfarade. Rappelons que dans cet accord, et c'est ce que vous disiez, Daniel, dans cet accord passé avec le parquet, Deri va payer une amende de 180 000 shekels, et puis il a démissionné de la Knesset. Oui, il est déjà parti il y a 2 semaines de la Knesset, mais comme il compte bien rester, il l'a réaffirmé la semaine dernière, il n'arrête pas d'ailleurs de le réaffirmer, le chef du parti Chasse, il a l'intention de se rendre à la Knesset, mais finalement il va y avoir des problèmes parce qu'il ne pourra pas rentrer dans l'hémicycle. Il n'a pas de bureau non plus. Alors, on se demande si certains députés du Chasse vont lui faire une place dans leur bureau. Mais disons que assurer sa mission de chef du parti Chasse et de meneur du groupe parlementaire du parti orthodoxe séfarade, ça va pas être très très facile. Il y a donc un problème. Et on va voir comment il va se résoudre. Il faut aussi dire, ça rejoint ce que vous disiez en abordant ce problème tout à l'heure, c'est que c'est un coup dur pour le parti Chasse. Mais c'est surtout un coup dur pour l'opposition menée par Benjamin Netanyahou, parce que le front commun qui jusque-là était presque sans faille entre le Likoud et les partis religieux orthodoxes contre le gouvernement Bennett risque de se lézarder dans les semaines et les mois prochains, parce que l'absence de Deri, ou du moins l'éloignement de Deri, va peut-être enlever de cette virulence à l'opposition anti-Bennett. Alors, un dernier sujet que vous vouliez aborder ce matin, c'est un sujet politique dont on parle beaucoup moins, il faut bien l'avouer, dans les médias, dans la presse israélienne. Il s'agit de l'élection du président de l'Agence juive qui doit succéder à Yitzhak Herzog. Nous en avons parlé hier avec un des candidats, qui est le seul candidat francophone, Roby Spiegel. Mais pour l'instant, eh bien, il semble que ce soit très difficile de trouver un candidat qui obtienne la majorité. Il y a plusieurs candidats en vue, Michael Oren, Ruth Calderon, Omar
Yankelevitch, chacun représentant un parti politique israélien, mais pas encore d'alliance ou d'alliance de coalition pour permettre, on va dire d'une certaine manière, l'élection de ce président. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a aussi des remous à l'agent juive. Ça fait des mois que les candidatures se sont multipliées et ces candidatures étaient avancées chacune d'entre elles par tel parti siégeant soit dans la coalition, soit à l'extérieur, mais c'était une arène qui était déjà très marquée au plan politique avant même que le comité de sélection de l'agent juive ne tente mercredi dernier de désigner par ce vote, de désigner un président. Alors il y avait 7 candidats en lice, on va pas tous les rappeler, mais aucun n'a pu réunir la semaine dernière les 10 voix nécessaires, les 10 voix minimum des membres de ce comité nécessaires à son élection. Alors sont arrivés en fait en tête justement l'ex-député de Yesh Atid, Ruth Calderon, qui est soutenu par le parti de Yair Lapid, Yesh Atid. Et puis, il y a aussi Dani Danon, qui est ex-représentant d'Israël à l'ONU et qui est aussi président du Likoud mondial. Et enfin, Michael Oren, qui est ex-ambassadeur d'Israël aux États-Unis, qui est aussi un ex-vice-ministre. Et tous trois n'ont pas réuni les voix suffisantes pour être élus. Et donc, finalement, ce qui valait, ce qui vaut pour les divergences ou les difficultés au sein de la coalition pour maintenir le cap, on en parlait tout à l'heure sur le dossier de la Judée-Samarie, ben ça vaut aussi, on peut le dire, pour cette élection de l'agent juif, parce que en fait, les membres du comité de sélection ont voté plus par positionnement idéologique et politique que par nécessité professionnelle de trouver un président à leur association, à leur grande association qui est l'agent juif. Et donc, s'il n'y a pas des compromis qui interviennent dans les jours qui viennent, on a encore, je crois, jusqu'au 27 février, c'est le deadline pour que, au maximum, il y ait un président à l'agent juif. Il va y avoir donc des négociations. Peut-être, certains disent qu'il y aurait peut-être, comme en politique, un éventuel accord d'alternance entre justement peut-être Dani Danon et Ruth Calderon. Une sorte de parité comme il y en a au gouvernement. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce serait un résultat attendu, envisageable, parce que ce qui existe en politique existe aussi à l'agent juive, et finalement, bon, on risque d'avoir des semaines un petit peu tendues, puisque ce comité n'a pas pu conclure, pas seulement par un vote, mais parce que cette période qui vient de se dérouler de près de 3 mois, où on parle de cette élection, en fait, a abouti à un match nul. Il faut recommencer. Donc, si vous voulez, les enjeux sont clairement politiques et idéologiques, puisque j'ai oublié de préciser que Ruth Calderon est soutenue aussi par le mouvement réformiste, qui est très influent, surtout à l'agent juive, du fait de l'importance des réformistes américains. Et donc, on retrouve à la fois les problèmes politiques bien connus d'une scène partisane israélienne très très divisée, mais aussi auxquels se surajoutent des positionnements religieux, des divergences idéologiques et religieuses, ce qui n'améliore pas évidemment les chances de se mettre d'accord. Eh bien, Richard Darmon, merci beaucoup pour ce survol hebdomadaire de l'actualité politique en Israël. On vous retrouve comme chaque mardi, donc demain, pour un nouveau magazine Israël au cœur du Moyen-Orient avec vos invités. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci et à bientôt.